Alors, bienvenue à cette présentation, petite formation sur les tests unitaires en PHP Symfony 2. Alors, nous allons suivre un sommaire, voilà, donc pourquoi faire des tests, les règles de test, ce qui est testable, avantages et inconvénients, quand écrire des tests unitaires, etc., etc. Pourquoi faire des tests? Alors, c'est une question légitime parce que ce n'est pas une pratique automatique. Il n'est pas rare d'arriver dans un nouveau projet, de se rendre compte qu'il n'y a pas eu de test unitaire effectué. Alors, pour une introduction, une petite bande dessinée de Comic Street, strip.com. Alors, voilà, donc, hop, je pousse les modifs en prod. Là, le développeur consciencieux. Attends, où sont tes tests unitaires? Pas besoin, j'ai un truc plus efficace. Ah bon? Ah ouais, regarde. Donc bon, on suppose qu'il lance un Jenkins ou un pull, peu importe. Ah écoute, c'est planté, l'appli est cassée, qu'est-ce que vous foutez les gars? Et donc là, il y a un bug. Bon, bah, on se rend compte que c'est quelque chose, c'est une pratique qui est plus courante qu'on ne l'imagine, malheureusement. Allez, une deuxième pour la route. Bon, ça c'est fait, plus qu'à tester, je m'en vais. Et là, la conscience du développeur, le diable, attends, tu rigoles, pas besoin de tester, c'était juste un petit correctif. Le côté raisonnable intervient. Non, mais sois raisonnable, le codeur doit toujours tester son code. Bon, allez, c'est bon, t'inquiète, il fait trop beau, laisse tomber. Mais pars pas, tu pêches par orgueil, tu dois tester. Et bon, on est d'accord, c'est vraiment important. Bien évidemment, le développeur s'en va. Eh, une erreur 500, est-ce que tu peux vérifier? Et bien évidemment, le développeur n'est plus là. Encore une fois, c'est quelque chose qui arrive régulièrement, le développeur ayant souvent trop confiance en son code, se disant voilà, hop, c'est bon, ça va marcher. Et bien évidemment, une erreur que l'on n'avait pas prévue survient. Pourquoi faire des tests? Bah ça fait pro, hein. De manière générale, le client est content, on lui dit qu'on fait des tests unitaires, le chef de projet est satisfait. Sur un CV, c'est bien. Puis bah si jamais il y a un bug, hein, on peut pas faire comme cette personne et s'échapper d'un coup. Voilà, donc non, plus sérieusement, ça permet d'éviter les non-régressions. On s'assure que la fonction que l'on a codée va fonctionner dans un grand nombre de cas sans avoir à tester dans le navigateur. Ce qu'on fait généralement, on change des paramètres, on fait des var dump, ok, ça nous donne le résultat que l'on veut, ça y est, ça a l'air de passer. Ça permet, et ça j'insiste vraiment dessus, de découper sa fonction pour qu'elle soit la plus petite possible, sans dépendance, sauf si c'est un service, mais nous y reviendrons, mais que ces paramètres en entrée déterminent ce que l'on obtient en sortie. Vous allez comprendre pourquoi en fait je parle de ça, mais c'est très très important parce qu'il m'arrive souvent de croiser des fonctions qui n'ont pratiquement pas de paramètres, voire pas du tout, et sans argument, je ne vois pas comment l'on peut tester la sortie. Bien évidemment, rendre le code plus maintenable et robuste, éviter dans les fonctions des variables que j'appellerais boîte noire, comme par exemple une date calculée dynamiquement au sein d'une fonction donc complètement non testable. Alors, les règles de test, il y en a un certain nombre. Les tests doivent s'exécuter aussi vite que possible. Donc, c'est important de tester des fonctions courtes et il faut savoir qu'à chaque fois que l'on va retester l'application, tous les tests que l'on a écrits avant ainsi que ceux des autres développeurs vont être réexécutés. Donc, les tests doivent s'exécuter aussi vite que possible. Ils doivent être isolés les uns des autres. On ne doit pas avoir besoin du résultat d'un test pour un autre, sauf cas exceptionnel, ça peut arriver, mais c'est vraiment lors d'une instantiation, si l'on veut par exemple que plusieurs actions d'affilée soient faites sur un objet et que l'on veut observer le comportement au fur et à mesure, par exemple si l'on retire des objets de la pile, ce genre de choses. Mais de manière générale, les tests doivent être isolés les uns des autres. Ils peuvent être répétés à l'infini, donc
Encore une fois, évitons les variables boîte noire qui font que le test ne va fonctionner que le jour où l'on l'écrit, et après c'est terminé. Les tests échouent ou réussissent, et ils doivent être faits en temps et en heure. Alors, on y reviendra, il y a la pratique de la TDD, il y a certaines règles de quand faire les tests unitaires, on va y venir, mais de manière générale, il faut les faire le plus tôt possible. Alors, ce qui est testable, un certain nombre de choses en test unitaire, les services, donc de manière générale en PHP, mais aussi en Symfony, on verra comment, les filtres Twig, les fonctions Twig, les fonctions liées aux entités, parce que bien évidemment, on peut tester une entité en l'appelant et tester toutes les fonctions qu'on a écrites pour elle. Les commandes Symfony 2, ça c'est quelque chose de très très puissant. Et les exceptions aussi, parce que mine de rien, il n'est pas forcément évident d'être sûr qu'une exception est levée dans certains cas limites, et les tests unitaires peuvent être très très utiles dans ce cas-là. Les avantages, les inconvénients des tests unitaires. Alors, ça permet d'avoir un code robuste, parce qu'un code testé est quand même, de manière générale, beaucoup plus costaud qu'un code juste testé dans un navigateur avec un ou deux cas. Ça permet de coder des fonctions petites, testables et sûres. Alors pourquoi? Parce que quand on fait un test unitaire, de manière générale, la fonction que l'on teste ne doit pas faire, comme il m'est arrivé de le voir, 200 lignes. Elle doit être testable, donc ce qui est indiqué en argument doit permettre d'indiquer ce qui est attendu en sortie. Et surtout, étant donné qu'on les a testés, on est sûr de leur validité. Ça permet de trouver ou d'éliminer des bugs, puisque des fois, une fonction que l'on a codée fonctionne dans un grand nombre de cas, tout semble aller bien, et puis de temps en temps, une fois tous les un mois et demi, il y a un bug qui se produit. Et là, les tests unitaires peuvent être très utiles. Ça me rappelle une anecdote. Lorsque j'étais en mission, euh, j'avais modifié une fonction qui permettait de calculer si il y avait eu un degré de couleur suffisant entre un fond et le texte, pour savoir s'il fallait que sur un texte jaune, sur un fond jaune, noir, bleu foncé, bleu clair, etc., le texte qui était dans ce cadre devait être noir ou blanc. Et ça fonctionnait plutôt bien. Mais il est arrivé de temps en temps qu'il y a eu un petit souci. Et en fait, le manager a fait un test unitaire avec 20 cas différents. Et ma fonction a échoué dans 3 cas sur 20. Donc c'est là où l'on voit vraiment l'utilité des tests unitaires. Ça permet d'éviter des régressions quand le code évolue. Combien de fois j'ai écrit une fonction et un développeur est passé dessus, a rajouté des paramètres obligatoires, n'a pas vérifié où ma fonction était appelée, et donc bien évidemment, à chaque fois qu'elle a été appelée, le paramètre obligatoire n'ayant pas été renseigné et n'ayant pas eu de valeur par défaut, quand le développeur a écrit, du coup, chaque fois qu'elle a été appelée, ça a pété l'application. Ça, c'est bien. On permet vraiment de tester l'impact des cas extrêmes, les valeurs limites, sur les horaires, sur 0, sur la valeur maximum, quand on va sortir d'un tableau ou pas. Ça, c'est vraiment très très important. Et puis surtout, de manière générale, à partir du moment où l'on a testé son code, on a davantage confiance. Parce qu'on sait qu'on a testé un grand nombre de cas et qu'on a obtenu à chaque fois ce qu'on voulait. Alors, bien évidemment, il y a aussi des inconvénients, comme tout n'est pas rose. Si jamais à un moment ou à un autre, on se rend compte que la fonction que l'on avait écrite devrait avoir un retour légèrement différent, bien évidemment, comme la suite de tests doit s'exécuter et que tout doit être au vert, il faut maintenir les tests si la fonction a un retour qui change. Il faut du temps pour développer les tests. Même si avec l'habitude il devient négligeable, il faut compter 10 à 15 minutes par test. Donc c'est sûr que sur une journée, on peut facilement passer 1 heure à tester. Seulement, c'est du temps que l'on semble perdre au début, mais qui en fait gagner énormément à la fin, puisque quand on doit débugger certaines fonctions et que l'on sait
qu'un certain nombre de choses appelées dans cette fonction sont testées, eh ben, on va beaucoup plus vite à l'endroit où l'on sent que ça peut bugger. Il n'est pas toujours simple de savoir quoi tester. De manière générale, bien évidemment, on ne va pas tester les getters et les setters. Il faut tester quand on a pas mal de if-else, de switch, de cas limite, voilà, de configuration. C'est vraiment important. Bah, ça implique d'être rigoureux. Ouais, parce que beaucoup de développeurs n'aiment pas tester. C'est considéré comme quelque chose qui est rébarbatif, qui voilà, on n'a pas envie de le faire. Et en fait, c'est vraiment quelque chose auquel on prend goût quand on commence à le faire et surtout, personnellement, quand on fait de la TDD. Alors, quand écrire les tests unitaires? Avant d'implémenter le code. Donc la TDD, on y reviendra tout à la fin, mais TDD, donc c'est Test Driving Development, et donc c'est une méthodologie agile qui permet d'écrire le code et les tests en même temps. En fait, on écrit le test et au fur et à mesure, on construit le code pour que les tests réussissent. Alors, juste après avoir implémenté le code, même si la plupart des gens, ayant écrit leur fonction, se disent elle fonctionne, donc je trouve ça rébarbatif d'écrire mon code, le test après. Voilà, donc la découverte d'un bug comme la fonction que j'avais eue en mission, pour un cas particulier. Et parfois, tout simplement, quand un bout de code a l'air assez complexe, peut-être abstrait, parce qu'il fait appel à des dépendances, et on ne sait pas vraiment, on a du mal à comprendre ce qui se passe. Bon, on peut bien évidemment passer par des points d'arrêt, mais sinon, un test unitaire rapidement pour comprendre comment un bout de code fonctionne, c'est quelque chose de très utile. Alors, les tests unitaires, mis en place, hein, comment est-ce qu'on met en place des tests unitaires? La première chose, il nous faut PHP Unit. Alors vous pouvez bien évidemment l'installer, là on voit sur le site de PHP Unit, on peut le télécharger et donc l'installer directement sur sa machine. On peut également, c'est ce que je fais de manière générale dans Symfony, dans Composer, spécifier que l'on veut la dernière version, là actuellement c'est la 4.8, et donc du coup lancer un Composer Update, soit juste sur PHP Unit si c'est celui qu'on vient d'installer, soit surtout si on veut mettre à jour tous les vendors. Et ensuite, voilà, PHP Unit sera accessible via bin PHP Unit. Alors, il faut placer les tests dans un répertoire. Symfony a déjà un répertoire qui s'appelle test. De manière générale, je crée toujours un sous-répertoire que j'appelle unit. Et ensuite, encore un autre sous-répertoire qui est le type de classe que je vais tester. Est-ce que ce sont des services? Est-ce que ce sont des filtres ou des fonctions twig? Est-ce que ce sont des lignes de commande? Voilà. On crée ensuite du coup le fichier dans ce sous-répertoire qui aura toujours la même structure, hein, nous allons la voir juste après, et qu'on appelle par convention par le nom de la classe que l'on va tester. Donc l'entité, le service, la ligne de commande, etc. Et on suffixe toujours avec test. Dattest, almin extension test, i18n extension test, etc., etc. Le fichier. Alors, là, donc on est dans Symfony, on a notre namespace. Je suis dans le répertoire test unit twig. Ma fonction va étendre PHP Unit Framework Test Case. C'est ça qui va me permettre d'accéder à tous les appels d'assertion. Nous allons y revenir dans quelques instants. De manière générale, je déclare une extension, celle que je veux tester comme nulle. Je déclare aussi un setup où j'initialise cette extension avec celle que j'utilise. On voit tout en haut, on a un use app bundle twig i18n extension. Donc dans mon setup, this extension égale new i18n extension. Et puis ensuite, il y a ma fonction qui commence par test et qui a une assertion. Donc ça, on va y revenir, il n'y a pas de souci. Donc au sein de cette classe, comme je disais, une fonction test au minimum, dont le nom de la fonction est celle que l'on teste. Si on veut tester format array des part, du coup ce sera test
format array depart. Elle comporte donc des paramètres. Si on veut utiliser un data provider, aucun paramètre. Si on veut tester directement la fonction, donc les data providers, on va y revenir. Là, c'est une fonction sans data provider où il y a directement donc ce que j'appelle des paramètres, sont comme là les horaires, où j'indique un tableau d'horaires. Et ensuite, j'appelle une assertion, une fonction de la classe que je vais tester, donc format array depart, et je vérifie si en sortie, j'obtiens bien ce que je veux, donc un tableau avec les mêmes clés et h associé, juste suffixé aux horaires, donc 06h, 07h, 10h. On peut aussi utiliser un data provider, donc c'est optionnel, mais je vais y revenir parce que c'est très très puissant, qui permet de lancer toute une suite de tests, mais avec des données différentes. Vous allez comprendre rapidement l'utilité. Si on utilise un data provider, alors là vous voyez que je mets des paramètres. Je mets input, output. J'appelle encore mon assertion, this assert equals, toujours ma fonction format array depart, mais cette fois-ci, je lui mets en paramètre input, et ensuite, je mets virgule output. Donc, comme je disais, les paramètres de la fonction permettent d'indiquer le paramètre en entrée, sachant qu'il peut y en avoir plusieurs. Hein. On peut mettre un input 1, input 2, etc., et même changer le nom pour mettre un nom plus parlant pour nous, et la valeur attendue en sortie. Si l'on revient sur l'ancienne fonction, on voyait qu'il n'y avait aucun paramètre, regardez la troisième flèche, et je passais horaire entre parenthèses, et ensuite j'indiquais un array de ce que j'attendais en sortie. La horaire a été remplacée par input, et l'array de sortie par output. La PHP-doc, vous voyez au-dessus Data Provider Format Array Depart Provider, permet d'utiliser le nom de la fonction qui va fournir les données. Donc ça, on y arrive tout de suite. Voilà, la fonction format array depart provider. Donc, voici comment ça se présente. Je retourne un tableau, deux tableaux. Dans tous ces sous-tableaux, j'indique, si on avait juste input, output, la valeur d'entrée 1, la valeur de sortie 1, la valeur d'entrée 2, la valeur de sortie 2. Si j'avais input 1, input 2, output, il y aurait eu valeur d'entrée 1, virgule valeur d'entrée 2, virgule valeur attendue en sortie 1. Vous voyez? Donc un data provider va nous fournir un jeu de données afin de lancer un seul test unitaire, mais qui va se lancer plusieurs fois avec toutes les valeurs. Et ça permet, je trouve, de préparer les données. Cette façon de préparer les données, je trouve, permet d'améliorer une visibilité du code, parce que regardez, ça se présente de cette manière-là. Là, je vois tout à fait les différents cas que j'utilise. Si j'utilise 6, 7, 10, 8, 9, 15, ou des tirets 6, 7, des tranches horaires 9, 10, 10, 11, je vois ce que j'attends à chaque fois en sortie. J'aurais pu faire différents tests unitaires, mais là, je trouve que ça prend vraiment son sens. Alors, lorsqu'on exécute le test, en Symfony, on fait php-c app, donc "-c", ça veut dire config, ça permet de chercher un fichier de configuration qui est dans le répertoire app, donc il s'appelle phpunit.xml, vous pouvez vous-même le créer, il y en a un de démonstration sur le dépôt de phpunit, et vous verrez qu'il y a beaucoup de paramètres dedans. Est-ce que l'on veut que la sortie du test soit en couleur? Est-ce que l'on veut qu'elle soit verbeuse? Il y a beaucoup de paramètres. Si vous utilisez un projet PHP classique, eh bien simplement, vous avez votre fichier de test et vous faites phpunit, le fichier test.php, les tests s'exécutent de la même manière. Personnellement, même pour un projet PHP qui n'est pas sur Symfony 2, je préconise de créer un fichier de config. Je trouve que c'est plus confortable. Sinon, on est obligé, lorsque l'on exécute la ligne de commande, de passer tous les paramètres. Alors après, c'est à vous de voir. Donc tous les paramètres en argument. Alors, on parle des tests unitaires depuis tout à l'heure, mais il y a des fonctions non testables, et on en rencontre beaucoup. Pourquoi la fonction getPreviousMonth est intestable? Déjà, le format que je veux
à un moment donné, dans lequel je veux formater ma date, étant dur dans la fonction. C'est dommage. Si hein, je veux tester un autre format avec un tiret, avec des MY, avec des slash, bah, je suis complètement bloqué. Euh, le moins 6 mois, si je veux tester que j'obtiens les 12 mois d'avant, ou les 15 mois d'avant, ou juste le mois avant, ou les 3 mois avant, bah, je ne peux pas. J'obtiens toujours les 6 mois avant. Euh, donc voilà. Donc c'est vraiment vraiment dommage de voir qu'on a le format qui est directement injecté, qui est en plus défini, euh, le moins 6 mois. Donc du coup, il vaudrait mieux passer la date en paramètres, le nombre de mois, le format de la date, plutôt que le to date time, vous voyez là, qui est finalement en dur, qui est calculé au jour le jour. Et si la date est nulle, par exemple, bah là c'était la date du jour. Comme ça, du coup, on peut tester à la fois avec un argument nul ou avec une date. Et puis, bah voilà, donc ça permet de passer une date en paramètre, de vérifier que le premier de chaque mois est bien celui qui est antérieur à la date passée en paramètre. Alors que sinon, bah, quand vous lancez le test, bah, vous allez devoir à chaque fois que vous allez lancer le test remodifier la sortie pour être sûr qu'il passe par rapport au jour actuel, donc c'est pas possible. Et puis, vous pouvez passer le nombre de mois en variable pour rendre la fonction plus dynamique et souple, hein. C'est une évidence, mais il arrive quand même régulièrement que l'on croise des paramètres en dur. Sûrement parce qu'on se dit, le client a demandé 6 mois et ça ne changera jamais. Donc pourquoi est-ce que je mettrai un paramètre? Eh bien, j'ai envie de vous dire, pensez toujours paramètres. Pensez toujours à paramétrer vos fonctions et puis comme ça, au moins, elles seront testables. Nous avons un certain nombre d'assertions, il y en a un grand nombre. De manière générale, avec NetBeans, PHP Storm ou autres, vous avez l'autocomplétion qui vous permet de connaître la signature, de savoir ce qui est attendu. Euh, J'utilise énormément assert equals pour vérifier que les valeurs sont égales. Assert same, c'est plus rare, c'est vraiment si je veux vérifier le type aussi. Assert true, false, nul, très bien, pour vérifier des booléens. Est-ce qu'on va bien avoir un retour true, un retour false, est-ce qu'on veut bien un retour nul? Pour vérifier qu'une valeur se trouve dans un array, ça c'est vraiment très utilisé. Compter combien il y a de valeurs dans un array, et puis les regex. Ça, les regex, c'est vraiment quelque chose qui peut être utile. Et puis, je vous laisserai aller voir sur la doc de PHP Unit. Vous verrez, il y a vraiment pas mal de choses. Elle est très, très, très bien faite. On peut tester les exceptions. Alors ça, par exemple, imaginons que j'ai créé un service de banque, voilà, account service, et puis je vais passer dans mon constructeur donc un account et je veux vérifier quand je fais un retrait, imaginons que je n'ai pas droit à un découvert, que le retrait que je veux effectuer ne va pas me faire passer en négatif. Et que si c'est le cas, je vais lancer une mount exception que j'aurais créée. Et si c'est pas le cas, bah, je set le nouveau montant que j'ai. Eh ben, je peux lancer ma fonction, vous voyez, je lui donne un nom très explicite, test withdraw negative amount. Je dis que j'attends cette exception. Je mets que mon compte a 500 euros et en fait, je demande à retirer 1000. Et bien évidemment, je vais avoir l'exception qui est levée. Alors, on en arrive aux services, puisque les services, c'est quelque chose qui est au centre de Symfony, hein. On nous parle souvent du tout service. Euh, on a des formulaires qui peuvent être mis sous forme de services, des entités, des listeners, des subscribers, les filtres tweaks qui sont des services, enfin, il y a tellement de choses. Et donc, bien évidemment, vous serez amené de manière évidente à tester les services. Alors, il est très rare qu'un service n'ait pas de dépendance. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Euh, il m'est arrivé, hein, j'avais créé un service d'AdBundle
Si, la seule dépendance qu'il avait, c'était... alors, pas date bundle, enfin, dans date bundle, j'avais un date service. La seule dépendance qu'il avait, c'était le translator. Et c'était pas pour toutes les fonctions. Donc du coup, bah, pour tester certaines méthodes, voilà, ça pose pas de problème s'il n'y a pas besoin de la dépendance. Et qu'est-ce que l'on fait si on doit l'appeler? Alors, il y a trois méthodes, une très lourde, mais qui fonctionne, mais qui est lourde. La première fois qu'elle s'exécute, c'est très long. Après, ça passe tout seul, mais c'est bon. Et c'est vraiment, j'ai envie de dire, quand vous ne savez pas comment faire au départ. Ensuite, il y a une version plus optimisée qui est plutôt simple. C'est quand la dépendance que l'on a n'en a pas d'autre. Et donc, vous allez voir comment ça va se passer. On va instancier la classe de la dépendance et du service. Et ensuite, quelque chose d'un petit peu plus complexe, les mocks et les stubs, on va y revenir. Alors, la méthode lourde, je pense qu'il y en a qui vont hurler au fond de la salle. On appelle l'app kernel, hein, avec un horrible point, point slash, plusieurs fois. Et on boot. Et du coup, en bootant, bah, on a accès au conteneur. Et donc là, bah, bien évidemment, on appelle notre service. Et là, du coup, le service permet d'appeler la fonction. Et donc, c'est formidable. On a les extensions, on a tout. Que demande le peuple? Bah, que demande le peuple? C'est très lent et c'est pas optimisé et c'est pas fait pour. Et c'est finalement, oui, pas du tout optimisé. Vous allez comprendre pourquoi avec les mocks. La manière la plus simple, s'il n'y a pas de dépendance trop lourde, si on a juste une dépendance, par exemple, qui n'en a pas d'autre, bah, on l'instancie. Voilà, on fait un new injected service. Et puis également, notre service que l'on teste, on peut faire un new aussi. Et donc, dans ce cas-là, bah, tout marche bien. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et puis, voilà, là, on peut faire les stubs et les mocks. Alors, vous allez voir que c'est quelque chose qui peut paraître complexe dans un premier temps, mais qui est extrêmement puissant. Alors on va moquer. Hein. On va moquer. Euh, les stubs et les mocks. Alors les stubs, ce sont des objets très simples qui vont juste implémenter les mêmes méthodes que l'objet réel, mais vont rien faire. Rien du tout. Et on va juste leur demander de retourner une valeur spécifique. De manière générale, on s'en sert parce qu'on en a besoin dans un constructeur. Voilà, je dis par exemple, j'ai besoin du translator. Donc, je vais juste avoir besoin qu'il me retourne la clé, pas qu'il me retourne la traduction en français ou en anglais. Je veux juste vérifier qu'il appelle bien la bonne clé de traduction. Ou je vais appeler un autre service et je veux qu'il me retourne 1,3. Enfin, vous allez voir. Mais de manière générale, on moque le service avec getMock. On indique donc le namespace jusqu'au service. On appelle une méthode et puis on dit la valeur qu'il veut qu'elle retourne. Donc par exemple, pour revenir à ma fonction. Alors, imaginons que nous avons une dépendance pour un service. La dépendance s'appelle Currency Exchange. Elle va nous retourner le taux d'une monnaie. Donc si je lui donne comme monnaie, par exemple, USD, et que du coup, en deuxième paramètre, je lui mets euro, je veux qu'elle me retourne, qu'elle calcule le taux, et ensuite qu'elle me retourne combien ça va faire quand je vais retirer avec cette monnaie-là, quand je vais retirer de l'argent. Donc, bah, bien évidemment, là, je vois que j'appelle voilà, get exchange rate et j'en ai besoin dans mon withdraw. Donc ça, c'est embêtant parce que voilà, je veux une conversion et je veux retirer l'argent. Donc là, j'ai besoin du résultat. Bah, je vais moquer. Je vais moquer de manière très simple avec donc ce qu'on appelle un stub. Donc, je moque currency exchange, je dis que j'appelle la méthode getExchangeRate, et je lui dis tu vas toujours me retourner 1,2. Donc ensuite, bah, je crée mon compte, je lui passe, je fais un set currency exchange stub, parce que regardez bien, là dans mon account, j'avais un set currency exchange, et je lui passais ma dépendance.
Donc c'est ce qu'on appelle un mutateur, hein, pour ceux qui connaissent en Symfony 2. Et donc là, je fais appel, un retrait de 300, et j'indique que je veux que ce soit au format américain, monnaie américaine. Et donc du coup, bah, je vérifie si après avoir retiré cet argent et qu'il y a eu le taux de conversion qui est passé d'1,2, est-ce que j'obtiens 750 ou pas? Ensuite, là, on arrive à quelque chose de très subtil, très honnêtement de passionnant, les mocks. Alors les mocks, ce sont des stubs, mais beaucoup plus complexes. Ils sont capables de tracer leur appel, c'est-à-dire qu'on peut indiquer dans un array toutes les méthodes qui vont être appelées. Et si jamais à un moment où on appelle une méthode que l'on n'a pas définie, bah, il va nous lever une erreur et nous dire que cette méthode n'a pas été déclarée, qu'on ne peut pas l'appeler. On peut vérifier les conditions des appels, par exemple les exceptions, et on peut passer un grand nombre de paramètres. Vous allez voir, c'est vraiment incroyable. Alors déjà, première chose, imaginons que notre euh, dépendance a un constructeur qui prend elle-même 4 dépendances, et que chacune de ces dépendances peut à elle-même 2 ou 3 dépendances. Bon, vous voyez, vous comprenez bien qu'on ne va pas commencer à créer un constructeur. Alors je vous vois venir, ah bah oui, on appelle le conteneur et c'est bon, ça fait bien tout seul. Oui, mais c'est trop lent et c'est pas optimisé. Alors on va désactiver le constructeur avec Disable Original Constructor. On dit que par exemple on appelle un certain nombre de méthodes, là, juste getExchangeRate, et on mock avec getMock. Ensuite on va le configurer. On va dire que la fonction ne va être appelée qu'une seule fois. Ça, on va y revenir après. Que quand j'appelle la méthode getExchangeRate et que je vérifie que mon premier paramètre c'est euro et que le deuxième paramètre c'est USD, alors je veux qu'il me retourne 1,20. Alors vous vous rappelez, l'autre, je lui indiquais juste tu me retournes 1,20. Je ne lui disais même pas peu importe le paramètre ou autre. Et ensuite, bah, comme d'habitude, j'appelle, je fais un new account 1000, je set le currency exchange avec le mock cette fois-ci, et j'appelle ma fonction withdraw. Alors ça va faire la même chose que tout à l'heure, en l'occurrence ça va envoyer une erreur, puisque ça ne fait pas 750, mais vous allez voir à quel point c'est puissant. Les mocks, on va apprendre ensemble à les configurer. Alors, il y a les retours des mocks, c'est-à-dire qu'on peut demander à ce que ça retourne un argument. Par exemple, là, si on retourne la première ligne avec will this return argument 0, ça indique par exemple pour le translator, retourne-moi la clé. Et donc, si on veut vérifier que la traduction, la clé est bien appelée, que c'est la bonne clé, bah ça c'est formidable, c'est génial. Pour un routeur, si on lui ressort ça, ça va lui ressortir la route. Il y a plein de choses très intéressantes. On peut vérifier que ça va appeler une autre fonction, donc un callback. On peut vérifier que ça va appeler en retour une méthode d'une autre classe. On peut vérifier que ça va lancer une exception. Vous voyez, tout à l'heure, on disait on utilise le conteneur, c'est super, ça fait tout. Ouais, mais là, on va vérifier le comportement de la dépendance ou le comportement du service. Enfin là plutôt, excusez-moi. En l'occurrence, on va vérifier le comportement du service, pas de la dépendance, parce que puisqu'on a désactivé le constructeur. On va vérifier que notre service va bien soit faire appel à une fonction, soit faire appel à une méthode d'une classe, soit faire lancer une exception, soit va retourner tel argument. C'est absolument génial. On peut également demander à ce que la méthode soit appelée un certain nombre de fois. Par exemple, une fonction récursive. Vous voulez être sûr que dans une fonction récursive, la fonction va être appelée elle-même que uniquement 3 fois. Vous pouvez le mettre. This exactly 3. On aurait pu mettre 1 tout à l'heure pour this once. Vous pouvez aussi vérifier que lors du premier appel pour la méthode 1, ça va retourner true, et tous les autres appels qui vont suivre, ça va retourner false.
Ça, vous pouvez utiliser par exemple avec un data provider. Vous pouvez donc définir par exemple 4 tests. Vous êtes sûr que le premier va ressortir true et que tous les autres, vous voulez qu'il nous donne false. Et ben du coup, vous lancez ça et ça va vérifier qu'au premier appel, c'est bon, et tous les autres appels, ça va être false. Alors, la méthode expect, donc on a vu tout à l'heure, on avait this once, this exactly. Vous pouvez vérifier at, donc au troisième appel, au 15e appel, au deuxième appel, qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que c'est appelé au moins une fois, cette fonction? Parce qu'elle pourrait très bien ne pas être appelée. Est-ce que elle n'est jamais appelée? Est-ce qu'elle est toujours appelée avec any? Bon, vous verrez, il y a beaucoup de choses, mais c'est vraiment c'est quelque chose de passionnant en fait, véritablement passionnant. On peut donc contrôler les paramètres, hein, j'en avais parlé tout à l'heure. On peut indiquer de manière assez précise le type de paramètres que l'on veut obtenir. Par exemple là, imaginons que la méthode que je veux appeler, donc je dis, allez, je moque mon service. J'expecte que tout le temps, this any, quand j'appelle ma méthode à appeler, avec un premier paramètre qui est égal à euro, un deuxième paramètre qui est toujours un tableau, et un troisième paramètre qui est nul. Eh bien, dans ces cas-là, je peux vérifier que ça me retourne quelque chose, donc avec le will, comme on avait vu tout à l'heure. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement, extrêmement puissant. La couverture de code. Alors, quand on fait des tests unitaires, on peut couvrir son code. Alors ça, je vous laisserai aller voir la doc, elle est assez puissante. On peut exclure des parties de code que l'on ne veut pas couvrir. Et de manière générale, notre but, c'est de vérifier que nos tests couvrent tous nos if-else, par exemple, et puis toute notre classe. Sauf si vraiment, voilà, les getters et les setters, on se dit non, non, ça, bien évidemment, je ne veux pas tester, c'est auto-généré, je sais que ça fonctionne. Là, on peut exclure. J'attire votre attention sur un fait. Ce n'est pas parce que vous couvrez tout votre code que vous n'avez aucun bug. Ça veut dire que tous vos tests passent. Et que tout votre code est. Enfin, ça veut dire que tout votre code est couvert. Et si vous avez du vert partout, tous vos tests passent. Mais imaginez que vous avez oublié de tester des cas limites. Tous vos tests peuvent passer. Votre couverture peut être totale. Mais il n'empêche que vous aurez tout de même un bug de temps en temps. Quand vous lancez PHP Unit Coverage HTML, PHP Unit Report, ça va créer un fichier HTML. Vous pouvez aussi demander d'autres types de sorties. Je crois qu'il y a le XML, il y a peut-être le JSON. Enfin. Et du coup, si vous créez avec l'HTML, ça va vous créer un fichier, enfin un répertoire. Et quand vous allez y aller, ça va vous permettre d'accéder à toute une couverture. Vous allez pouvoir cliquer sur différentes fonctions. Vous allez voir pour chaque fonction qu'est-ce qui est testé ou pas. C'est quelque chose d'extrêmement utile. Et pour un chef de projet technique, pour un lead dev, pour vérifier que tous les développeurs ont testé un certain nombre de fonctions, c'est très utile. Très, très, très utile. La TDD. Alors ça, c'est un principe que j'affectionne. Et aujourd'hui, je ne me vois plus coder sans TDD. Ça ne me paraît pas possible tant je trouve la méthode optimisée. Et si je ne m'abuse, c'est une méthode agile et c'est considéré comme une best practice. Alors, la TDD, le principe, on écrit un test, un premier test. On le lance, il va échouer systématiquement. Ensuite, on écrit le minimum de tests pour qu'il passe et on relance le test. Et le test passe. Et si on a besoin, alors généralement la première fois c'est pas utile, on fait de la refactorisation. Et puis on relance encore les tests pour vérifier que tout marche. Alors voilà, comme je viens de le dire, un premier test, on vérifie qu'il échoue. Pourquoi il échoue ce test? Eh bien toujours parce que le code testé n'a pas été implémenté. Soit le service, donc l'entité, peu importe, n'existe pas, soit la fonction n'existe pas. Mais obligatoirement ça commence comme ça.
Ensuite, on écrit un code minimum pour faire passer le test. Le test passe, et puis on refactorise, on améliore parfois la qualité, et on conserve les mêmes fonctionnalités. Alors, les avantages, parce que bien évidemment, il y en a. Les tests unitaires sont véritablement écrits. Le développeur est satisfait, parce qu'il a fait passer tous ses tests, et il ne faut pas négliger le fait qu'un développeur qui est satisfait d'avoir fait passer tous ses tests prend plaisir à continuer à développer. On a une idée beaucoup plus claire, synthétique, de la manière dont fonctionne une fonction, dont fonctionne l'interface, comment elle doit se comporter. Les tests, comme on disait, sont répétables, c'est automatisé, ça peut être lancé à chaque fois lors d'un Jenkins pour le déploiement, et on vérifie à chaque fois, à chaque déploiement, que toutes nos fonctions, il n'y a pas eu de régression et que tout fonctionne bien. Et voilà, donc non-présence de régression si les tests sont correctement faits. On y va. Je vais vérifier un service qui va s'appeler Journey Service, qui va calculer des itinéraires, peu importe. Alors, déjà, je vais vérifier que je peux créer avec test can get create Journey Service. J'aurais peut-être dû mettre test can create, peu importe. Je lance. Ah, bah là tout de suite une erreur. Journey Service n'existe pas. Je l'écris, mais je ne mets rien dedans. Je n'en ai pas besoin, je veux juste vérifier que je peux l'initialiser. Pas besoin d'un constructeur. Je lance mon test. Tout va bien, j'ai un petit point. J'ai un test, j'ai pas d'assertion, parce que je n'ai pas de test, bien évidemment. C'est-à-dire que j'ai un test, mais quand on dit pas d'assertion, c'est que je n'ai pas d'assert equals, assert sem, assert regex, etc. On y va, on continue. Alors cette fois-ci, je déplace mon new dans le setup, comme on a vu au tout début, et j'enlève mon test où je dis que je peux tester, je peux créer mon journey service, puisque de toute façon, si le setup ne passe pas, le test, toute la batterie de test ne passera pas. Ensuite, je teste, alors vous voyez avec un nom assez long, test get empty string if codeline empty and head sign empty. Alors, du coup, je passe un premier paramètre, un array, où j'ai deux paramètres, codeline, headsign, et je veux vérifier que quand je n'ai rien, bah, ça me ressort rien. Ah bah ma fonction getCodeline, elle n'est pas codée, elle n'existe pas. Sans implémentation, on ne peut pas faire des miracles. J'écris le minimum de tests, juste ma condition. Et je vérifie. Ah bah là c'est bon. J'ai eu un test, j'ai eu une assertion qui était j'y reviens, un assert equals, et c'est bon. Et du coup, je vais continuer, je vais rajouter des else if, else, des tests au fur et à mesure, jusqu'à arriver à l'étape 5 de la refactorisation si nécessaire. Donc du coup, bah voilà, au bout d'un certain nombre de tests, je vais vous les mettre après, bah, j'ai un if, un else if, encore un else if et un else. Alors je vérifie, tout est vide, le premier n'est pas vide, le deuxième l'est, le premier est vide, le deuxième ne l'est pas, ou bah finalement aucun des deux n'est vide. On voit bien qu'il y a un retour qui est identique pour la deuxième et troisième condition. Donc du coup, je fais une petite refacto. Et voici les tests que j'ai faits. Donc test get, head sign, if codeline not empty, and head sign not empty. Le deuxième, if codeline empty, head sign not empty. Le troisième, if codeline not empty, and head sign empty. Vous voyez, là, et puis du coup, c'est formidable parce qu'on voit, un peu comme quand on fait des permutations, on voit que là, on a tous les cas. Le premier cas, tout était vide. Là, j'ai les deux remplis. Ensuite, j'ai que le deuxième rempli. Ensuite, que j'ai que le premier rempli. Et je vois la sortie. Donc, bah, pour résumer, tester, c'est important. Pour moi, c'est une pratique que j'ai vue et à laquelle j'adhère complètement. Un chef de projet doit lancer un non-go pour un déploiement s'il n'y a pas eu de test unitaire ou pas assez pour lui. Si on veut s'assurer de la qualité, il faut des tests unitaires. Ça demande un peu de temps, bien évidemment, mais sur le long terme, le gain est inimaginable.
Vraiment, je sais que ça peut faire sourire, mais le développeur est vraiment satisfait une fois qu'il a pris goût à la TDD de faire ses tests. Et il rentre chez lui et quelque part il se dit, quand même, tout ce que je code, il n'y a pas de régression. S'il y en a une, je l'ai vu grâce au test. C'est génial, j'ai pu le corriger. Je sais que mon code marche dans tous les cas de configuration que j'ai testé. Pour moi, c'est une satisfaction qui est immense.